certains Camerounais qui sont très forts pour détruire leur spécialité. On dirait que on les a envoyés sur terre avec ça, c'est-à-dire vous devez détruire, mais vous ne devez jamais proposer. Il faut détruire. Tous ceux qui veulent prendre l'initiative de faire quelque chose de bien sont déjà en train de battre campagne. Ils ont retenu, notamment à l'Est, je cite la région, pour dire leur campagne va être de dire que quand on cherche le pouvoir pour donner le beau terrain aux Bamileke, je ne cherche pas à diriger le Cameroun pour une ethnie. Je disais ceux qui me font l'honneur de regarder un peu ma pensée, je disais la dernière de cette semaine, je dis, mais je vous parle du monde et vous ne parlez que de votre village. Et dites que vous détestez votre voisin. Mais quand les conquêtes et reconquêtes vont commencer, je ne pense pas qu'un de vous sera épargné. Parce que c'est dans la division qu'on va vous reconquérir. C'est dans l'affrontement entre vous que les puissances extérieures vont installer. Parce qu'eux, ils sont en avant de plusieurs siècles sur nous, dans leur réflexion stratégique. Mais nous sommes là à dire que je n'aime pas ma voisine, je n'aime pas mon voisin. Vous allez où avec ça? Je n'ai pas le temps pour ça. Alors, ma réponse est celle-ci. J'ai dit, première chose, j'avais promis aux Camerounais en 2018, je le réitère, j'ai dit que nous avons pour objectif de donner des titres fonciers gratuitement. J'ai dit, vous m'avez entendu, pas en ville, non. Dans les villages, on va, pour sécuriser le patrimoine foncier des populations à la base, on va délivrer des titres fonciers sur la base d'un travail qui sera fait avec les autorités traditionnelles. C'est pour ça que j'ai dit, je vais d'abord, dans la première année, si les Camerounais nous faisaient l'honneur de me confier la lourde responsabilité qui est celle de dirigeant numéro 1 du pays, de convoquer les états généraux du foncier avec les chefs traditionnels. Pas avec les fonctionnaires et les élites qui sont des magouilleurs, qui font des choses sur le dos des populations et après font comme s'ils ne savaient pas. Ils vont venir trouver une entreprise, ils vont aller vendre et eux-mêmes vont aller susciter les populations pour sortir les machettes alors qu'ils ont déjà pris l'argent. J'ai dit, il y aura les chefs traditionnels, plus ceux qui ont des connaissances en droit foncier, les questions foncières, plus les anthropologues, plus les historiens. On va s'asseoir. Je veux que ce soit la base du pays qui me dise ce qu'elle veut que l'on fasse de nos terres. C'est la base. Comment on va gérer? Parce qu'à l'heure actuelle, nous avons une législation foncière qui existe, mais qui ne colle pas à ce qui se passe sur le terrain. Donc il faut qu'il y ait une concordance entre les textes que nous allons adopter demain et ce qui se passe en réalité sur le terrain. La sécurisation foncière, par le titre, qu'on appelle titre foncier ou n'importe quelle appellation, et qui est un titre juridique inattaquable, donne du pouvoir aux populations. Donne du pouvoir aux populations. Donc si une entreprise veut venir dire que j'ai besoin de 1000 hectares, de 5000 hectares pour faire des plantations et que vous avez, il doit nécessairement négocier, transiger avec vous. Avec vous. Et c'est pour cela que j'ai dit, à partir de là, lorsque vous faites ça, vous conférez, vous donnez la sécurité foncière aux populations à la base, le marché foncier devient un marché sûr, sécurisé et fluide. Lorsque vous pouvez même ne pas vendre votre terre. Lorsque vous avez un titre foncier dessus, vous pouvez le mettre en hypothèque, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Mais ça permet à celui qui peut le valoriser. De la même façon, ici en ville, vous avez des gens qui ont des parcelles bien placées. Et une entreprise, ça peut être une entreprise de distribution de carburant. Vous avez dit, moi je vais construire une station ici, pour une durée de 30 ans, de 50 ans, de 99 ans. Vous aurez tant de gens, tant par mois. Mais au terme de cette durée-là, le terrain est toujours le nôtre. Donc il y a des possibilités infinies, mais il ne faut pas qu'on gèle nos terres à ne rien faire. Parce que nous avons, je le disais tout à l'heure à Jean-Pierre, je l'ai toujours dit, nous avons un pays extraordinaire. Regardez, pratiquement tous les départements du Cameroun portent le nom d'un cours d'eau. Ça veut dire que nous avons de l'eau partout. Ça veut dire que nous pouvons en réalité faire de la production agricole toute l'année dans notre pays.
Il n'y a pas de saison de pluie. Quand en saison sèche, on peut irriguer. Parce qu'il y a... Regardez, la Sanaga coule et va se jeter à la mer. L'eau là, c'est pour qui? Le Nyon, le Ntem, je ne sais pas moi quoi, vous pouvez multiplier. La Benoué qui va vers le Nigeria et tout. Vous avez des cours d'eau qui ne servent à rien. Oh. Les gens nous regardent et demandent même si nous ne sommes pas fous. Parce que nous nous focalisons sur le pétrole, sur le machin. Non. Lors de demain, qu'on ne vous trompe pas, on va exploiter le lithium va finir. On va exploiter ceci pour dire que machin, ils vont, mais après il faudra manger. Aujourd'hui et demain et pour toujours. Quand on a ces terres-là, on ne les abandonne pas comme ça, on les valorise. Il faut que les Camerounais se mettent ensemble pour voir comment le faire en rassurant les populations, en garantissant les droits de ces populations. C'est de ça dont il est question. Et je suis allé aussi loin pour dire que lorsque vous voulez installer une ferme de 500 000 hectares sur des terres des populations, on peut aller encore plus loin que de dire simplement oui, on va construire un établissement scolaire. Non, on peut dire que la collectivité villageoise, la communauté villageoise va être actionnaire de la structure. Donc on lui donne un niveau d'actionnariat gratuit dans le capital de l'entreprise qui est son apport. Il y a des possibilités infinies. Voilà ce que je vous dirais. Si après ça vous dites que je vais arracher les terres pour donner à je ne sais pas qui, c'est votre problème. Mais moi j'ai une vision. Mon rêve c'est d'avoir un grand pays. Et parce que je sais que je suis né dans un grand pays. Voilà, c'est tout. De priorité, la question des binationaux qui sont artistes et qui veulent revenir au Cameroun investir, pas seulement la culture, mais de façon générale. Merci. Merci beaucoup Valérie pour cette question complémentaire à ce que nous étions déjà dit à Comedy Club. La réponse que je donnerai au problème des binationaux ne se limite pas aux artistes binationaux. Notre souci et plus que souci, notre engagement, c'est de rendre possible le plus rapidement que nous pouvons la multinationalité. Je ne dis même pas la binationalité, mais la multinationalité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5 nationalités. Ce n'est pas ça le problème. Je pense que nous sommes dans un monde où la circulation des personnes et la facilité dans la circulation des personnes, des intelligences, des investisseurs est la clé même du développement. Parce que chaque fois que vous avez, en plus d'ailleurs, un de vos nationaux, qu'il soit bi ou multiple, qui revient, il vous apporte soit de l'investissement, soit de l'expérience. Et donc vous êtes toujours gagnant. Et donc créer un obstacle, dresser des obstacles à sa circulation, c'est à mon avis un non-sens. Bien entendu, cela suppose que l'État s'organise mieux. La plupart du temps, dans nos pays, la question de la nationalité multiple se heurte aux soucis et aux peurs liées à la sécurité. Mais c'est à l'État de s'organiser. Ça, ce sont des problèmes qui sont vraiment résolus dans la plupart des pays aujourd'hui. Dans notre programme, nous parlions d'ailleurs de l'objectif de l'identité unique dans l'e-governance, comme on dit. Et parce que lorsque vous avez ce qu'on appelle identifiant unique, ça règle tout le problème dans tous les compartiments. Ça règle le problème de fraude, que ce soit à la banque, à l'assurance et tout. Ça règle le problème de sécurité parce que lorsque vous bougez, on sait que c'est tel. Et ça, c'est réglé par l'informatique, c'est réglé dans beaucoup de pays, dans la plupart des pays. Ça n'est pas la peine que chaque citoyen porte 10 papiers sur lui, c'est-à-dire la carte nationale d'identité, le passeport de ceci, le truc d'assurance, les machines. Vous avez un identifiant unique. Aujourd'hui, on peut résoudre efficacement, en tout cas avec un degré d'efficacité élevé, les problèmes de sécurité qui se posaient hier, de sécurité informatique. Parce que le danger, c'était que
faute d'une sécurisation suffisante, qu'on puisse effectivement entrer. Et ça, il y a plein de Camerounais à l'étranger que je connais qui sont très très forts dans la sécurité informatique, qui travaillent pour de grands pays. S'ils le font, d'abord pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas? Et même au Cameroun, il y en a. Donc je pense que c'est d'abord ça. Une fois que nous avons enlevé les craintes liées à la sécurité, je crois que la question de la nationalité multiple doit être résolue. Les autres débats liés à cela et à la participation de la vie politique interne auront lieu. Mais en ce qui concerne l'entrée et la sortie du territoire, la participation aux activités du pays, que ce soit aux activités économiques ou aux activités artistiques et culturelles, seront réglées. Qu'est-ce que je peux vous dire de façon concrète? Que dans le cadre de ce que nous avons toujours préconisé pour la diaspora, j'ai toujours dit, je crois, en toute humilité, en toute modestie, avoir été, sinon le premier, en tout cas parmi les premiers, à dire que la diaspora est une chance pour chaque pays dans le monde. Et que ça va être un accélérateur de notre développement. Parce que, non pas parce que les Camerounais de la diaspora sont plus intelligents que ceux qui sont restés au pays, mais parce qu'ils ont l'avantage par rapport aux autres de s'être frottés à d'autres expériences extérieures qui leur permet aussi de se mettre plus rapidement au diapason de la compétition mondiale. Quelqu'un qui a travaillé dans une firme multinationale, qui a travaillé dans une grande entreprise, dans un grand cabinet et tout cela, a une expérience qu'un jeune ou un Camerounais qui a une autre expérience, mais peut-être pas de même niveau, aurait. Et donc ça peut effectivement accélérer le développement du pays. Cela veut dire quoi concrètement? C'est que nous devons mettre en place les instruments qui permettent à la diaspora de revenir en toute confiance. Nous avons parlé par exemple soit d'une agence de la diaspora, c'est ma préférence. Certains préfèrent parler d'un secrétariat d'État. Mais moi je crois que l'agence a l'avantage d'être plus en prise avec la réalité, à répondre. Parce que l'agence va vous, par exemple, vous guider lorsque vous venez en ce qui concerne par exemple l'acquisition foncière, pour que vous n'alliez pas tomber entre les mains justement d'aventuriers qui vont vous vendre des terrains qui ne leur appartiennent pas. L'agence va vous permettre, avec son système de guichet unique, de pouvoir démarrer votre usine. À mon avis, si vous l'avez déjà réellement pensé et tout, dans les 3-6 mois qui viennent. Il n'y a aucune raison pour qu'un Camerounais qui a étudié son projet, qui a des financements, passe encore un an à marcher dans l'administration pour avoir les autorisations nécessaires. Et c'est ça qui va accélérer l'industrialisation et créer de l'emploi pour les jeunes. Car au final, ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui intéresse pour moi, un dirigeant politique? C'est que le secteur privé joue son rôle, gagne de l'argent, mais crée des emplois pour les jeunes et paye des impôts pour s'occuper des questions sociales, c'est-à-dire la santé et l'éducation. Voilà le deal. Si on fait comme ça, tout le monde est gagnant. Toi, tu investis dans le privé, tu gagnes de l'argent, mais tu dois me créer des emplois parce que j'ai envie que mes jeunes n'aillent pas. Je n'ai pas besoin qu'ils aillent mourir à la Méditerranée. Et troisièmement, tu dois payer les impôts pour que je puisse effectivement faire la couverture sanitaire des populations et que je fasse marcher l'éducation. Voilà le deal. Moi, j'ai aucun autre intérêt pour ça. Donc, si les gens de la diaspora viennent, ils ont des projets, ils veulent investir par exemple dans l'art, la musique, ils veulent être producteurs, ils veulent promouvoir des salles de spectacle et tout, on doit faciliter cela. Il n'y a aucune raison pour qu'ils mettent 6 mois, 1 an à le faire. Donc voilà ce que je dirais. Nous avons d'ailleurs dans ce même esprit préconisé la création d'un mécanisme financier de la diaspora, d'un fonds de la diaspora. Peut avoir un fonds spécial de la diaspora. Géré par la diaspora, c'est pas, il ne s'agit pas pour l'État de venir, mais que l'État l'encadre. Que l'État lui donne l'encadrement nécessaire, notamment sur le plan de la réglementation et tout, mais qu'il s'organise. Parce qu'on peut aussi être un jeune de la diaspora, on rentre, on n'a pas assez d'argent, mais on a de très bonnes idées, on a un bon projet. Au lieu de passer par le circuit bancaire traditionnel qui peut être compliqué, personne ne vous connaît encore. Parce que la banque fonctionne aussi comme ça. Oh, je connais tel, je peux me porter garant, on vous donne le crédit. Non, personne ne le connaît, mais c'est un gars de la diaspora, il arrive. Il y a un fonds de la diaspora qui existe. Il peut donc effectivement trouver des financements auprès de ce fonds pour se financer. C'est un nouveau levier, un nouveau mécanisme de financement qui va venir compléter le dispositif existant. Voilà globalement ce que je peux indiquer comme réponse à votre question.